Avant que je rentre sur la partie, analyse technique, je vais peut-être voir si vous avez deux-trois questions déjà ou deux-trois remarques, concernant ce que je viens de vous dire. Heu, Monsieur Michael qui dit: «Les baleines ETH qui capitulent, ça ne me rassure pas du tout». Alors, ça dépend en fait. Tu as quelques baleines, qui capitulent, mais tu as quand même d'autres aussi qui accumulent beaucoup. Parce que là, je te présente quelques news qu'on retrouve, sur la partie crypto avec, le World Liberty Financials et puis, 2-3 autres baleines qui vendent. Mais de l'autre côté, d'un point de vue on-chain, tu as aussi une grosse accumulation qui se fait en spot et également aussi sur des produits dérivés, d'accord? Il y a de plus en plus de longues aussi, de produits, longues, de personnes qui parient à la hausse sur l'Ether, sur des plateformes comme, Femex, Bybit et cetera et cetera. Donc ça aussi, ça peut te renseigner sur, l'ambiance et sur ce que pensent les gens. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un gage de qualité, parce qu'on sait que la plupart des personnes qui font des longues aussi ou des shorts, en général, le marché va aller, sur l'inverse pour essayer de les liquider. Mais tu vois, c'est pas non plus que mauvais en soi. C'est pas non plus une bonne nouvelle, mais peut-être qu'on a besoin d'avoir ces grosses baleines en fait qui capitulent à des prix bas pour ne plus avoir, si jamais on repart en tendance haussière, à les avoir avec nous pour que ces gens-là, après, d'une certaine manière, nous donnent sur la tronche. Parce que quand tu vends des quantités aussi importantes d'Ether sur des niveaux de prix aussi bas, sur un actif qui est aussi peu liquide que la crypto, si demain tu veux récupérer la même quantité de ton bag qui plus est en spot, tu auras forcément un impact sur le prix, à part si tu l'achètes OTC, mais sinon tu auras forcément un impact sur le prix et évidemment, bah, que ça après ça se voit, on-chain, tu vois? Et donc des baleines qui capitulent au pire moment pour ensuite le marché se retourne et qui sont obligés de racheter leur bague 2-3 fois plus cher, bah, c'est ça en fait aussi qui va aussi driver le prix à la hausse, tu vois? Donc peut-être qu'on a besoin d'avoir des grosses baleines qui capitulent et on l'a vu, à chaque cycle en fait quand on atteint un bottom, il y a pas que les holders court terme qui capitulent. Tu as une partie des holders court terme qui capitulent, voire même une grosse partie et ensuite, tu as des investisseurs long terme qui commencent à se dire: «Putain, ça pue, j'ai peur» ou «J'en ai marre, j'en ai marre d'attendre, il se passe rien, je m'attendais à ce que sur le premier trimestre, il se passe des trucs extraordinaires, finalement, il s'est rien passé. Là, finalement, on est au début, du Q2 et il se passe pas grand chose de mieux non plus». Donc évidemment, tu as beaucoup de personnes, qui, commencent à perdre patience, y compris les baleines. Voilà. Donc tu vois, c'est pas non plus, faut toujours le prendre, avec des pincettes. C'est-à-dire que des gens qui capitulent, ça fait jamais plaisir, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés, On a besoin d'avoir des capitulations et beaucoup de capitulations pour ensuite, bah, quand tu as plus de vendeurs, il reste que des acheteurs et on repart sur une tendance haussière. Mais pour l'instant, je pense que c'est juste le contexte macro, qui bloque et que si demain tu as un éclaircissement comme ce qu'on a eu, tu vois, avec l'effet news avec Trump, j'y reviendrai après. En fait, ça change très rapidement. Il y a une quantité de cash que les baleines, que les portefeuilles ont aujourd'hui qui est juste énorme. La quantité de stablecoin qu'on a de côté, c'est juste monstrueux en crypto. Et la crypto, c'est vraiment un tout petit écosystème. Je veux dire, l'argent qui est en cash à côté aussi sur les marchés financiers, qui est en attente d'une bonne news, il est juste énorme. Donc, à partir du moment où ça s'éclaircit et à partir du moment où tu as tous les feux ouverts d'un point de vue macro, d'un point de vue technique, avec des confirmations, des golden cross et tout, ça s'accélère vraiment très, très vite. Tu sais pas à quel point, pour avoir connu ça plusieurs fois en crypto, même en bourse aussi, parce que ça fait des années que j'investis aussi en bourse, mais à quel point le marché peut être émotionnel et à quel point tout peut changer rapidement. C'est-à-dire de passer d'une extrême désespérance à un extrême désespoir, anxiété, incertitude totale, à l'euphorie la plus absolue avec l'explosion du cours et tout le monde qui veut acheter tout de suite parce que c'est le meilleur moment d'acheter. Ça peut changer, mais vraiment, alors en bourse, ça se fera pas sur le jour même, c'est quand même assez rare que ça se fasse, mais en quelques semaines, tu peux passer vraiment d'un extrême à un autre. Et en crypto, là, pour le coup, ça peut se passer d'un jour à un autre. Regarde, sur une news, sur un truc, en un claquement de doigts, ça peut vraiment revirer. Et tu le vois, là, en 3 mois et demi, les changements qu'on a eus sur l'écosystème crypto, je veux dire, entre l'élection de Trump, entre novembre, décembre 2024 et là, en avril, tu vois, il s'est passé 3-4 mois. En 3-4 mois, regarde le niveau de changement au niveau psychologie mentale qu'on a eu en crypto. C'est monstrueux, d'accord? Et ce qui a changé, c'est juste les attentes, en fait, c'était le buy the rumor, sell the news, On attendait tellement de trucs avec l'élection de Trump qu'au final, quand il a été élu, on a eu plus de déceptions. Puis en fait, c'était déjà pricé. On avait déjà pricé, le marché avait déjà pricé toutes ces bonnes news. Donc qu'est-ce qui restait? Un peu comme en 2021 avec la partie Tesla, quand tu as l'homme le plus riche du monde qui commence à acheter des bitcoins sur ces entreprises comme Tesla et SpaceX en disant les gars, c'est le meilleur moment pour acheter. Regardez, j'en ai mis en réserve stratégique. Qu'est-ce qui reste après lui pour acheter? Plus grand monde. Et d'ailleurs, après, il en a profité pour vendre, pour tester la liquidité. Et on a quand même eu un super bull run malgré tout ça. Mais il y a eu
une euphorie sur cette période-là et après une période de consolidation. Et là, je pense qu'on est en train de payer en fait tout ce qu'on a, tous les abus hein, qu'on a eu jusqu'à maintenant sur la partie crypto. Et on avait besoin de ça et peut-être que ce n'est pas fini, tu vois? Sans doute que ça peut durer encore un peu plus longtemps, mais tout est lié, en fait, aux liquidités. Or, je pense que les gens qui disent que la crypto, c'est décorrélé et tout, théoriquement, on le comprend, mais dans les faits, aujourd'hui, c'est énormément, énormément corrélé avec ce qui se passe à côté et on peut pas s'attendre à avoir, des performances super élevées. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le scénario que je privilégie, hein. On peut pas s'attendre à avoir des performances super importantes sur la partie crypto et absolument rien, sur la partie, par exemple, action. Par contre, si on a un éclaircissement d'un point de vue macro et tout et que, ça de nouveau, on repart à la hausse sur les parties actions, et qu'on a envie, de prendre des risques, du coup, pourquoi pas aller sur la partie crypto, tu vois? Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt le questionnement qu'on a aujourd'hui et en soi, tu vois, à quelle vitesse ça change, à quelle vitesse ça peut, évoluer. Là où tout le monde voulait acheter, sur, novembre-décembre, aujourd'hui, ils se disent: «C'est bon, c'est la fin, c'est la fin». Et quand on est sur un extrême, et ben, en général, on repart sur un autre extrême de l'autre côté et hyper, hyper rapidement parce que la plupart des gens, en fait, aujourd'hui, sont dans l'attente. Ils n'ont pas envie de prendre plus de risques que ça. Ils sont en train d'attendre des confirmations. Sauf que quand cette confirmation arrive, en général, elle remonte très, très vite, très, très fort. Et là, c'est là où c'est très compliqué de pouvoir faire du timing de marché et que très souvent, on a tendance à sous-performer parce que justement, on se retrouve sous-exposé à partir du moment où il y a, une évolution du cours qui est très souvent inattendue, hein, d'accord, hein? Tu verras, je donnerai des chiffres tout à l'heure sur les parties, récession et tout. En général, les récessions en bourse, ça dure à peu près 10 mois et très souvent quand, les journaux spécialisés ou quand tu vas entendre la fin de la récession officiellement, souvent c'est déjà pricé, c'est-à-dire que tu as déjà eu une augmentation du cours et à l'inverse, quand on va te parler de récession, en fait, on l'a déjà pricé dans le prix. Les investisseurs l'ont déjà pricé en amont. Donc, très souvent, quand tu as officiellement la récession qui est là, au final, il y a peut-être une petite baisse encore qui va arriver, mais globalement, il ne se passe pas grand-chose parce que ça a déjà été pricé. C'est un peu la même chose avec le halving, d'accord? Le halving, on sait déjà quand est-ce que ça arrive et chaque année, c'est la même chose. Tu en as qui achètent par anticipation, puis au moment où il y a le halving, soit il se passe rien, soit ça baisse parce qu'en fait, ça a déjà été pricé. Et c'est toujours une question de ça, de se dire qu'est-ce qui peut se passer dans la partie, macro, globale et aujourd'hui sur le marché, qui pourrait surprendre les investisseurs. Quelle aujourd'hui mauvaise news n'a pas encore été pricée? C'est-à-dire que si demain on te dit: «C'est bon, on rentre en récession», est-ce que d'après toi ça va avoir un impact sur le prix? Ou est-ce que si demain on a un éclaircissement, est-ce qu'on n'a pas plus de chances finalement aujourd'hui, puisqu'on est en train de pricer énormément de mauvaises news, est-ce qu'on n'a pas plus de chances à un moment donné d'avoir une news qui soit positive ou qui soit moins pire que celle qui soit attendue et donc du coup d'avoir un impact positif sur le prix. En fait, c'est toujours cette question-là à avoir et de se dire qu'est-ce qui est déjà pricé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, en fin d'année dernière, tout était pricé, toutes les bonnes news étaient pricées. Et on était toujours dans l'attente de tiens, là c'est Trump qui est élu, là on va changer de dirigeant au niveau de la SEC, on va avoir le Bitcoin standard sur la plupart des pays dans le monde, y compris sur la grande puissance américaine. On va mettre du Bitcoin en réserve stratégique et puis pourquoi pas on va vendre de l'or, enfin vendre de l'or pour acheter du Bitcoin. Donc en fait on a commencé à pricer énormément de choses avec pourquoi pas des attentes en plus qui étaient super importantes. Donc forcément quand les news sont arrivées, pour certaines d'entre elles étaient moins qualitatives ou moins pertinentes que ce qu'on pouvait attendre. Et donc après forcément quand il y a plus de bonnes news pour alimenter ce truc-là ou de se dire tiens le et après, tu vois, on a eu un certain nombre de bonnes news, mais une fois que tu as eu toutes ces news-là, c'est quoi le et après? Le et après, une fois que tu as eu toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on attend de plus, tu vois? Enfin, qu'est-ce qu'on a de supplémentaire? Et au final, ce qui nous restait, c'était plus grand-chose. En réalité, c'était plutôt la déception ou des attentes qui étaient trop importantes. Donc, du coup, essayer de corriger un petit peu tout ça. Et là, aujourd'hui, on a eu que des mauvaises news, que des déceptions sur déceptions sur déceptions sur la partie crypto. Donc, quelles sont les mauvaises news encore qu'on pourrait avoir? Donc, par exemple, je ne sais pas, ça serait, on s'attend à avoir des baisses de taux. On se dit, tiens, allez, la Fed dit, moi, je baisse pas les taux, voire je les augmente. OK, ça peut être vu ou perçu par le marché, parce que c'est ça aussi, hein. C'est peut-être pas en soi une mauvaise news, mais ça peut être une mauvaise news perçue par le marché comme étant une mauvaise news aussi, hein. Mais tu vois, en termes de mauvaise news, c'est par exemple, donc augmentation de taux ou pas de baisse de taux, ou alors, ça peut être aussi, heu un rallongement du, QT, d'accord? De dire: tiens, là, le QT normalement il est prévu, fin juin, sur juin comme, ce qu'avait estimé, Jérôme Powell.
mais peut-être qu'il va te dire: «Bah non, en fait, on va garder ça, pendant encore plusieurs mois parce qu'on considère que les conditions de marché font qu'on va encore garder, du QT pendant encore un certain temps». Ou alors, l'effet inverse, hein, des news qui pourraient être perçues comme quelque chose de positif, ça peut être: «Bah tiens, on s'attend à avoir une baisse de taux, je sais pas, sur le mois de mai ou sur le mois de juin», et ben au final, sur le mois de mai, on a 2 baisses de taux d'un coup. C'est-à-dire qu'ils baissent de 50 BPS les taux sur, au niveau de la Fed. Ou alors, au lieu de s'attendre à avoir une fin de QT sur juin, peut-être qu'ils arrêteront plus tôt parce que l'inflation est sous contrôle, parce que l'emploi va bien et que là, ils peuvent se permettre de baisser les vannes parce qu'il y a des trucs qui se brisent un petit peu dans l'économie ou parce qu'il y a une pression de la part de Trump. Enfin, tu vois, c'est aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe d'un point de vue macro, et j'y reviendrai après avec Trump, mais quand tu vois qu'une simple news, un simple tweet, ça peut faire bouger le marché comme ça, dis-toi que rapidement, on peut avoir des choses inattendu pour beaucoup de personnes sur les marchés et que si ça arrive, bah, évidemment, ça peut avoir un impact très positif, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas encore pricé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de pricer, c'est la partie, ouais, c'est clairement la partie macro, c'est la partie récession, c'est la fin, il y a pas de liquidité, les altcoins, c'est fini, la dominance du bitcoin, elle est super importante et en fait, on est en train de pricer tout ça et le jour où on a un changement et ça peut changer très rapidement, vous le verrez, hein, si vous allez vivre ce genre de choses. Moi, je l'ai connu, par exemple, avec le covid, je l'ai connu en 2018-2019 avec, la correction qu'on a eue. Enfin, je veux dire des mauvaises news en crypto, ça arrive tout le temps, hein. Des incertitudes, on en a connu de tout temps, y compris sur les marchés financiers, et ça n'a pas empêché le marché à chaque fois, à un moment donné ou à un autre, de dépasser son ATH. Donc, pour moi, c'est sur le court terme en fait où ça pue, mais la vision long terme, on vous a présenté énormément de chiffres, énormément de rapports avec Mickaël pour vous montrer on n'est pas du tout inquiet sur la partie long terme, quoi. Lucine qui dit signe positif, la crypto semble mieux résister que la bourse. Alors oui, pour le moment, il y a une certaine résilience de la partie crypto par rapport à la bourse. Après, la réalité, c'est que la crypto est quand même pas mal corrigée hein, par anticipation avec ce qu'il y avait eu déjà sur la partie bourse. Et c'est pas dit non plus que on rattrape pas le retard qu'on a par rapport à la bourse non plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même eu une certaine résilience, ce qui nous a surpris aussi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura un arrangement entre Trump et la Chine aujourd'hui? Alors, c'est en pourparlers, en fait. Là, c'est une guerre commerciale. Tu verras, je donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Mais c'est clairement une guerre commerciale. En fait, chacun dit tiens, je vais te rajouter 100% de frais de douane. Et ben moi, c'est 125. Et puis moi, ça va être 150%. Et puis moi, ça va être 300%. En fait, pour dire ok, je te mets un truc hyper élevé. Et puis après, on va revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Voilà. Mais c'est sûr que ça va pas rester sur des niveaux comme ça. On le voit. Il n'y a aucune raison que ces frais de douane restent aussi importants. Pour moi, c'est juste dans l'art de la négociation. Et on sait à quel point Trump est bon aussi là-dedans. D'accord. Il a écrit un bouquin aussi sur l'art de la négociation. Euh, Zino qui dit ce genre de baleine aurait dû attendre au minimum la mage Spectra. Bah, en fait, la mise à jour, une mise à jour dans un contexte comme aujourd'hui, ça ne changera rien. Tu peux avoir toutes les mises à jour que tu veux, tu peux avoir tous les catalyseurs positifs sur un projet crypto, tous les partenariats que tu veux. Si le contexte macro, les liquidités sont pas là, il ne se passera rien. Et on le voit, hein. Le nombre de projets qui ont essayé de timer leur mise à jour en disant regardez, nous on a rajouté tel ou tel truc en bull run, sauf qu'en fait, quand personne s'intéresse aux alts, personne s'intéresse à la partie crypto et n'ont pas envie de prendre plus de risques que ça, tu peux mettre toutes les mises à jour que tu veux, ça changera rien. Donc en fait, qu'il puisse attendre la mise à jour Pectra ou non, ça change rien. Et tu te rends compte que les projets qui ont le moins de fondamentaux, surtout dans la partie bull run, alt season, si vraiment tu as tous les voyants ouverts, toutes les vannes ouvertes, c'est souvent les projets les plus scammy, qui ont le moins de mises à jour, qui ont le moins de fondamentaux, qui pumpent le plus. D'ailleurs, les mêmes coins, tu vois. Et là, en ce moment, tu vois, la partie Pectra, oui, pour le long terme, je pense que c'est important, mais sur le court terme, en fait, ça changera rien. Et quand bien même tu aurais un pump, si la partie macro et catalyseur liquidité et tout sont pas là, ça fera un buy the rumor, sell the news, et puis ça retombera comme un soufflet. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un non-lieu, en fait, en termes de catalyseur positif sur le court terme, hein. Je dis bien sur le court terme. Et oui, il faut pas croire, hein. Merci pour ta réponse. Les baleines ont finalement des biais comme tout le monde, mais évidemment, hein, évidemment. Mais tout le monde a des biais, d'accord. Tu as des baleines, en fait, qui ont la capacité de faire le bottom et de faire le top. Mais dans le lot, tu as des baleines qui sont bien, bien, bien plus grosses
que celles qu'on a présentées là. Parce que 27 millions de dollars, des personnes qui ont de l'argent comme ça, évidemment, on peut considérer que c'est des baleines. Mais en crypto, tu as des multimilliardaires aussi. Donc, tu es toujours le plancton de quelqu'un d'autre. Tu vois, nous, évidemment, là-dedans, on représente rien du tout par rapport à des personnes qui ont des centaines de milliers d'Ethers. Mais même ces personnes-là, tu en as d'autres qui en ont bien plus que ça. Donc, oui, les baleines et ceux qui ont de l'argent ont des biais comme tout le monde. D'ailleurs, c'est Charlie Munger qui a écrit un livre vraiment que je vous invite à lire. J'en ai parlé sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, pour ceux que ça intéresse. Il a écrit le livre qui s'appelle L'Almanach, qui fait référence un peu à Retour vers le futur, pour ceux qui connaissent ce film. Qui connaissent cette série et en gros, il démontre et il explique tous les différents biais cognitifs auxquels un investisseur va être sujet et il explique que même lui et son associé, d'accord, Warren Buffett, sont évidemment sujets à leur biais cognitif parce qu'en fait, c'est ce qui fait notre nature, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels et donc on ne peut pas réfréner nos émotions. Il faut simplement comprendre les leviers et comment aujourd'hui s'articulent les différents biais cognitifs les uns avec les autres, de comprendre d'où ça vient et de se dire, OK, bah, dans telle situation, il y a tel ou tel biais qui va être mis en avant et comment je peux faire aussi pour me protéger. Ce livre, il est vraiment super. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, vraiment, je vous invite à le lire parce que dans la partie investissement, vraiment, je pense que ce qui fait vos résultats globalement, 90% de vos résultats, 95% de vos résultats, c'est même pas la partie investissement en tant que telle, c'est la partie psychologique en fait. Et on se rend compte que là où ça pêche énormément, c'est pour la majorité des gens en fait. La plupart des gens achètent quand c'est haut, revendent quand c'est bas. Là, regardez, hein, tout le monde voulait acheter au mois de novembre, décembre. Là, en avril, il y a des projets qui sont peut-être plus intéressants parce que fondamentalement encore plus élevés que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques mois en arrière, et puis avec des prix qui sont ultra décotés. Pour autant, ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'ils considèrent que c'est pas le moment, parce que ça va descendre plus bas. Et possible que ça descende encore plus bas. Mais dans tous les cas, vous verrez que quand ça va augmenter, ils n'auront pas envie d'acheter parce qu'ils se diront, allez, le prochain pullback, je vais racheter. Et au final, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et puis au bout d'un moment, ils vont craquer, ils vont acheter. Ils vont acheter très haut. Et puis au moment où ils vont acheter, bah, c'est au final quand ils n'en peuvent plus. Et là, il va y avoir une correction et ce sera peut-être la dernière et la plus grosse. Et après, ils se retrouvent pas vendus, pas perdus. Et on connaît tout le schmilblick des mecs qui gardent un bag en fait pendant tout un cycle parce qu'au final, ils ont acheté au pire moment. Mais à chaque cycle, c'est la même chose. Il faut pas se leurrer. Les baleines aussi font exactement la même chose parce que voilà, c'est des êtres émotionnels, c'est des êtres qui ont des biais comme tout le monde. Et il faut juste comprendre quand ça marche et pas essayer de les réfréner dans tous les cas parce que ça sera très compliqué, d'accord? Mais plutôt de comprendre comment ça s'articule et comment faire pour se protéger, pour éviter en fait que nos émotions jouent contre nous et qu'on prenne des décisions émotionnelles au pire moment. Parce que c'est ça la pire des choses, hein. La plupart des gens comprennent qu'il faut acheter bas pour revendre haut. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils achètent haut pour revendre bas. Regardez, hein, on-chain, au niveau technique et tout, la plupart des gens font ça, hein. Il y a eu plus de personnes qui ont acheté du BTC à 108 000 que de personnes qui en ont acheté à 50 000, par exemple. Et on le verra, hein, si on redépasse la TH sur ce cycle, vous allez voir que le nombre de personnes qui vont commencer à de nouveau racheter à 108 000, 109 000, 110 000, 120 000, 130 000, si on monte sur ces niveaux-là, ça va être encore plus important que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a vraiment envie de s'exposer au Bitcoin ni même à la crypto de manière générale. Et ça a toujours été comme ça. Et comme tu dis, Lucine, à ce stade, il faut avoir des convictions fortes et hold ses bags. Alors ça dépend. C'est soit, moi c'est ce que je fais, hein, c'est soit tu hold, soit tu continues d'accumuler, soit en gros, bah, tu fais rien. Voilà. Mais si tu penses que vraiment c'est terminé et qu'on part en bear, il n'y a même pas une vraie question à se poser. C'est-à-dire que les mecs qui disent c'est en bear mais qui continuent de suivre le marché, je pense que c'est un non-lieu parce que si on part vraiment en bear, c'est pas parce que ton alt il a perdu 95% de sa valeur qu'il peut pas encore perdre 95% de sa valeur en bear, hein. Là, si on part vraiment en bear market, là les alts, en fait, faut tout vendre, d'accord? Faut tout sortir parce qu'évidemment que ça va descendre bien plus bas. Mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Il y a pas mal d'incertitudes, comme je l'ai dit, hein, d'un point de vue macro. Il y a certains niveaux techniques qu'on suit aussi avec Mickaël, d'un point de vue fondamental, on-chain aussi. Il y a pas mal de trucs qui nous font dire que il y a encore des belles choses à venir. Simplement, pour l'instant, sur le court terme, il faut passer dessus. Mais c'est ça, quand on parle d'avoir de la conviction, d'accord, et avoir confiance en ce qu'on fait et pas remettre en cause toute sa stratégie et tout, avoir une vision long terme, c'est dans ces moments comme ça que c'est vraiment hyper important. Mais il faut le vivre. En fait, on a beau le répéter, ça fait depuis 2018 qu'on le répète. Je pense qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre.
tout comme faut pas utiliser d'effet de levier, tout comme il faut pas investir tout son argent sur des vieux meme coins, tout comme il faut pas investir plus d'argent que ce qu'on peut se permettre de perdre, tout comme le fait que il faut pas mettre de l'argent dont on a besoin, par exemple, sur l'année qui suit, parce qu'on planifie sur un certain timing de se dire, bah tiens, sur cette année, j'en ai pas besoin, mais fin 2025 ou sur début 2025, a priori, on aura pumpé, donc j'ai besoin de mon argent sur début Q2, et début Q2, j'aurai besoin de cet argent-là. S'il y a un délai ou un timing à partir duquel vous avez absolument besoin de cet argent-là, c'est un problème aussi. Parce qu'en général, le marché va faire l'inverse et on le voit à chaque fois. Donc on revient sur les bases et sur les fondamentaux. Et je sais que des fois, on me dit, ah, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Mais je me répète parce que c'est ultra important. Je me répète parce que c'est vraiment ultra important et je me rends compte que tous les jours, il y a des exemples de personnes et des fois même des personnes qui sont avancées, hein, qui s'en rendent compte et qui se disent, ah ouais, putain, c'est des règles de base, mais je les ai pas respectées. Et on a tous fait cette erreur-là à un moment donné ou à un autre. Hein. C'est super important de le comprendre. Donc vraiment revenir aux fondamentaux et dans des périodes comme ça, en effet, avoir de la conviction, c'est ultra important. Et des vraies convictions personnelles. Hein. Je ne parle pas de convictions empruntées. Parce que ça aussi, des gens qui suivent d'autres personnes sur les réseaux et qui disent tiens lui, il dit tel truc, tel truc, tel truc, il pense que c'est bullish, donc moi je vais être comme lui, je vais emprunter un peu ses convictions. Ça sera jamais aussi performant et qualitatif que si c'est des vraies convictions personnelles qu'on a su fonder et développer par une vraie analyse, par un vrai suivi, etc. Et c'est ce qu'on vous apprend hein, dans notre programme, par exemple Crypto Investisseur que vous avez dans le programme juste en dessous là, qui vous apprend vraiment à vous créer une approche et une stratégie sur mesure et de profiter de la crypto sur les prochaines années, sur les 40, 50 prochaines années, parce que la crypto est là pour rester. La crypto fera partie intégrante de nos vies. Et ce qu'on voit là, c'est vraiment rien du tout. Des épisodes d'incertitude, de baisse, de questionnement, on en a connu plein par le passé, on en connaîtra plein dans le futur. Mais aujourd'hui, on en est vraiment qu'au tout début. Et je dis pas ça en sortant des chiffres de mon chapeau. Hein. Il y a un dernier rapport que je vous avais sorti qui expliquait que rien que sur l'adoption du Bitcoin au niveau mondial, on en est à 3% d'adoption. Aujourd'hui, hein, sur la partie Bitcoin. Sur la partie alt, autant vous dire qu'on en est vraiment à rien du tout. Et on était l'équivalent du nombre d'utilisateurs d'Internet en 95. Donc je vous pose la question, hein, Internet en 95, on était au début, à la fin, enfin, on était clairement qu'au tout début. Donc aujourd'hui, la partie Bitcoin, c'est l'équivalent d'Internet en 95 avec 3% d'adoption. Voilà. Rien que la partie Bitcoin quand même. Hein. Donc pour vous dire que si vous avez une vraie vision long terme et que vous avez compris que ce que vous apprenez là, en fait, c'est un truc qui va vous servir dans toutes les prochaines années, que des opportunités, il y en aura tout le temps, et que vous n'êtes pas là juste pour faire un coup sur un cycle, ni même sur quelques mois ou quelques semaines, formez-vous les gars, d'accord. Formez-vous, mettez des choses en place, développez votre intelligence financière et commencez à mettre des choses en place dès aujourd'hui parce qu'au final, la crypto sera là pour rester et que des moments comme ça, en fait, on se rend compte sur le long terme, comme en bourse, ça reste des super moments globalement pour recharger pour ceux qui ont une vraie vision long terme. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous avez le lien de Crypto Investisseur dans la description. Et ceux qui veulent se faire accompagner et pas faire les choses tout seul non plus, et suivre ce qu'on fait, par exemple avec Mickaël à l'instant T, on vous accompagne durant tout un cycle. Vous avez aussi le programme d'accompagnement. Vous avez tout le descriptif dans la description de la vidéo.